Je vous propose une promenade au Musée archéologique national de Naples, qui est un musée très célèbre parce qu'il possède une collection d'objets gréco-romains qui compte parmi les plus importants qu'il y ait dans le monde, peut-être même dans certains domaines la plus importante collection du monde pour ce qui concerne les fresques, par exemple. Alors, c'est un musée extrêmement célèbre qui est situé dans le centre de la ville de Naples. Et on va procéder de façon relativement simple. Je vais d'abord présenter le musée et notamment décrire l'histoire de la collection, parce que c'est important pour comprendre l'organisation du musée. À la suite de quoi, bien, je prendrai quelques exemples. Évidemment, nous ne pouvons pas voir tout ce que le musée contient, hein, puisqu'il est, comme je viens de le dire, extrêmement riche. Il faut faire un choix, c'est ce que j'ai fait et un choix raisonné quand même, qui permettent d'avoir une vue générale de la collection du Musée archéologique national de Naples. Alors, l'histoire de la collection, c'est relativement complexe. Il y a en fait deux processus qui convergent pour expliquer le fait qu'il y ait à Naples une collection extraordinaire d'objets antiques. Évidemment, on pense tout de suite à la présence, non loin de Naples, de sites archéologiques fameux, comme par exemple Pompéi, Herculanum et les autres villas campaniennes. Évidemment, c'est l'une des origines de la collection, bien sûr. Mais ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas forcément le plus important. En tout cas, ce n'est pas le plus ancien mécanisme qui explique la constitution de la collection. Il faut remonter pour comprendre l'origine de la collection, il faut remonter à la collection Farnèse, c'est-à-dire la collection réunie par la famille Farnèse à partir du début du XVIe siècle, et précisément à partir du règne du pape Paul III, Paul III qui était le cardinal Alexandre Farnèse et qui a été élu pape en 1534 et qui règne jusqu'à sa mort en 1549. Donc on est là à la fin de la première moitié du XVIe siècle, et c'est à ce moment-là que commence la constitution de la collection. Le pape Paul III rassemble des objets, le pape Paul III organise ou laisse faire des, euh, des fouilles dans les conditions du XVIe siècle, notamment dans les termes de Caracalla, et donc cela permet d'obtenir des vestiges archéologiques. Le pape Paul III aussi entame une collection de peintures. Dans la collection Farnèse, il y a des objets archéologiques et des peintures qui sont achetées, des peintures qui sont commandées à de grands artistes de l'époque. Alors, la particularité de la famille Farnèse, c'est que le fondateur, en tout cas pour ce qui nous intéresse, est le pape Paul III et ses descendants. Parce qu'au début du XVIe siècle, les papes, parfois, ont des enfants, des petits-enfants et toute une postérité. L'autre jour, nous avions parlé pour la villa d'Este du cardinal de Ferrare, Hippolyte II d'Este, qui était le petit-fils du pape Alexandre VI. Eh bien, ici, nous allons parler donc du pape Paul III et de ses petits-fils, en particulier Alexandre Farnèse, qu'on appelle parfois à l'époque le grand cardinal, et aussi de son arrière-petit-fils, le cardinal Odoardo Farnèse, vous voyez, qui vit à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle. Donc, tous ces personnages sont à la fois des personnages très, très de tout premier plan, évidemment. Ce sont aussi des gens qui s'intéressent à la vie des arts et qui rassemblent des objets, qui collectionnent des objets anciens, antiques, et qui collectionnent des peintures qu'ils commandent à de grands artistes. Ça a été le cas notamment du cardinal Farnèse, donc celui qu'on appelle le grand cardinal ou qu'on appelle aussi le cardinal neveu, parce que Alexandre Farnèse se faisait passer pour le neveu du pape Alexandre III, donc son grand-père en fait, pour se démarquer un petit peu de la postérité d'Alexandre VI Borgia. Alors, le grand cardinal, donc, c'est celui surtout qui commande au peintre Titien une série de portraits de la famille Farnèse. On voit ici le pape Paul III donc, et sa descendance, ses petits-fils en fait. Il y a quantité d'autres peintures qui sont commandées à Titien et à l'entourage de Titien, et notamment un portrait du cardinal, un portrait du grand cardinal que l'on voit là. Donc, collection de peintures dans la collection Farnèse, et puis collection d'objets archéologiques dès les fouilles des thermes de Caracalla.
Un peu plus tard, avec le cardinal Odoardo Farnèse, donc là on est à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, la collection se développe, se déploie. Elle est rangée dans le Palais Farnèse à Rome, qui est aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, l'ambassade de France. Et dans ce Palais Farnèse, non seulement on dépose les objets constituant la collection, mais aussi Odoardo Farnèse fait décorer le bâtiment, fait décorer notamment la Grande Galerie par les frères Carache. Donc cette collection de peintures est abritée dans un palais décoré par des peintres. Et puis il y a aussi la collection d'objets antiques qui est déposée, par exemple pour les statues les plus grandes, sous les arcades de la cour du Palais Farnèse ou au centre de la cour du Palais Farnèse pour ce qui concerne le taureau Farnèse. Donc il y a le pape Paul III, son petit-fils et son arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils, Odoardo Farnèse, et la collection est donc abritée dans le palais Farnèse. Mais le fils du pape Paul III a été promu par son père duc de Parme, et donc il y a une lignée des ducs de Parme de la branche farnèse qui s'établit au milieu du XVIe siècle et qui va se développer jusqu'au XVIIIe siècle. Et l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils de Paul III, donc le cardinal Odoardo Farnèse, est en fait le dernier de la branche cardinalice, on pourrait dire, des Farnèse, à partir de la mort d'Odoardo Farnèse en 1626, eh bien, il n'y a plus, si on peut dire, que la lignée des ducs de Parme. Ce qui fait que le palais Farnèse à Rome est délaissé, plus personne n'y habite, enfin, plus personne de la famille n'y habite vraiment, et tout se passe à Parme. Ce qui fait qu'il y a une partie de la collection, ce qui est le plus léger, pas les énormes statues en marbre de l'Antiquité, mais les tableaux, par exemple, qui sont déplacés jusqu'à Parme. Donc il y a une partie de la collection farnèse à Rome, une autre partie à Parme. Et cela, c'est très important de le comprendre pour comprendre ce qui se passe dans la première moitié du XVIIIe siècle. Donc là, on va prendre l'arbre généalogique des Farnèses, mais pour le XVIIIe siècle. Donc il y a la lignée des ducs de Parme, comme je viens de le dire, de la maison Farnèse. Cette lignée s'éteint en 1731 lorsque le huitième duc de Parme meurt en ne laissant qu'une fille. Alors la fille, Elisabeth Farnèse, va pouvoir hériter des biens de la famille, notamment des objets d'art, mais elle ne veut pas hériter du titre de duc de Parme, qui va donc passer à son fils, Charles de Bourbon, neuvième duc de Parme. Et alors là, évidemment, les choses se compliquent, puisque Elisabeth Farnèse a épousé le roi d'Espagne Philippe V, qui est le père de Charles de Bourbon, Philippe V qui était le petit-fils de Louis XIV, roi de France, et ce Philippe V, roi d'Espagne, a toute une postérité qu'il faut suivre un petit peu pour comprendre la complexité de l'organisation de la collection. Philippe V a plusieurs fils. Il a un fils aîné qui s'appelle Louis, auquel il cède le trône d'Espagne en 1721 parce que Philippe V estime qu'il a des droits à faire valoir sur la couronne de France, étant le petit-fils de Louis XIV. Donc il abdique la couronne d'Espagne en 1721 et c'est son fils Louis qui lui succède. Mais 7 mois plus tard, Louis, roi d'Espagne, meurt et donc le père, Philippe V, redevient roi d'Espagne. Il meurt en 1746 et il laisse la couronne d'Espagne à son deuxième fils, le premier étant mort, donc son deuxième fils qui s'appelle Ferdinand, et qui va être roi d'Espagne de 1746 à 1759. Et en 1759, ce roi Ferdinand meurt lui aussi, et donc la couronne d'Espagne tombe sur la tête, si l'on peut dire, du troisième fils de Philippe V, qui est Charles de Bourbon. Charles de Bourbon, qui était l'héritier de son grand-père, Antonio Farnèse, et donc neuvième duc de Parme. Et donc, tout converge vers Charles de Bourbon, qui est à Naples un personnage absolument fondamental pour le XVIIIe siècle. Charles de Bourbon, donc, l'héritier des ducs de Parme, l'héritier aussi des rois d'Espagne, d'une certaine façon. Et Charles de Bourbon est donc duc de Parme en 1731 à la mort de son grand-père. Et dans les querelles géopolitiques qui agitent l'Europe dans la première moitié du XVIIIe siècle, il y a des choses très complexes qui se déroulent. C'est la guerre de succession de Pologne, enfin des choses de ce genre. Si bien que il y a une réorganisation dans la famille. Le duché de Parme est transmis par Charles de Bourbon à son frère cadet, qui est donc le quatrième fils de Philippe V. Et le frère cadet va devenir la tête de lignée des ducs de Parme de la maison de Bourbon-Parme. Il s'est perpétué jusqu'à nos jours, comme vous savez. Euh, donc il abandonne le duché de Parme et il devient roi de Naples et de Sicile. Le royaume de Naples et le royaume de Sicile faisaient partie des dépendances de la couronne d'Espagne. Et donc Charles de Bourbon, héritier de la couronne d'Espagne, est roi de Naples et de Sicile jusqu'en 1759, date à laquelle son frère
aîné, Ferdinand, meurt, il était roi d'Espagne, c'est lui qui devient roi d'Espagne en 1759 sous le nom de Charles III. Donc là, constitution de la collection Farnèse doit être comprise en se référant au XVIe siècle, le pape Paul III et sa descendance cardinaliste, si l'on peut dire, et elle doit être comprise aussi, cette constitution de la collection, avec les héritages que fait Charles de Bourbon, héritage de la collection Farnèse, mais héritage aussi de la position de roi de Naples et de Sicile. La collection Farnèse va donc être transférée à Naples. Elle a été constituée à Rome et à Parme, elle est transférée à Naples par étapes, hein. C'est assez complexe évidemment, mais par étapes. Et donc on voit à plusieurs reprises arriver à Naples des statues, des objets, des tableaux qui sont euh, déposés dans un bâtiment qui est choisi pour ce faire, un bâtiment qui était une caserne de cavalerie et un bâtiment qui va être aussi le lieu où l'on va exposer et déposer tout au moins les vestiges archéologiques qui viennent de Pompéi et d'Herculanum. Parce que au début du XVIIIe siècle, par hasard, des trouvailles archéologiques sont réalisées d'abord à Herculanum et puis ensuite à Pompéi. En creusant un puits, on tombe sur le théâtre d'Herculanum et donc sur cette statue de l'impératrice Livie. Tout cela déclenche évidemment dans toute l'Europe un intérêt profond. On publie le résultat des fouilles d'Herculanum, c'est ce que vous voyez là, sur le titre des Antiquités d'Herculanum. Et donc partout en Europe, on sait ce qui est en train de se passer et on suit l'évolution des fouilles au fil du temps, à Herculanum d'abord et ensuite à Pompéi. Donc ces fouilles apportent des objets, des grands, des petits, des objets en bon état ou en moins bon état, et il faut trouver un endroit où loger ces objets. Dans un premier temps, on choisit la villa de Portici, qui est juste à côté d'Herculanum, mais qui est près du Vésuve aussi. Et puis dans un deuxième temps, on préfère déposer les objets archéologiques à Naples, dans un bâtiment qui va donc être un musée. La notion de musée émerge au XVIIIe siècle, et à Naples, on ressent la nécessité d'avoir un musée pour abriter la collection Farnèse de peintures et de sculptures, et pour abriter les vestiges archéologiques de Pompéi et d'Herculanum. Ce musée, après bien des péripéties, finit par ouvrir. Le bâtiment était une caserne de cavalerie qui a été désaffectée, qui a été transformée, qui a été agrandie pour devenir un palais. On a ajouté un étage, comme vous voyez, pour devenir un palais des études. C'est là que siège l'université de Naples pendant un moment. Et puis en 1816, eh bien, c'est là qu'est installé et qu'est ouvert en fait le musée de Naples sous le nom de Musée Royal Bourbon. Et oui, parce que la dynastie euh, des rois de Naples, c'est une dynastie de Bourbon, donc depuis Charles III, hein, et depuis Philippe V aussi. Et donc, ce musée royal Bourbon, 1816, contient des tableaux, contient des sculptures qui viennent de Rome et contient des sculptures qui viennent de Pompéi et d'Herculanum. Après l'unité italienne, à la fin du XIXe siècle, le musée change de nom et ce musée royal Bourbon devient le musée national de Naples. Et puis au XXe siècle, on procède à une réforme, une reconstitution, une réorganisation de la collection, tout ce qui est livre, tout ce qui est rouleau de papyrus carbonisé d'Herculanum, tout cela prend le chemin de la Bibliothèque royale, de la Bibliothèque nationale, qui se trouve au Palais royal de Naples, sur la place du Plébiscite, et se trouve encore là aujourd'hui. Tout ce qui est tableau prend le chemin du Palais de Capodimonte, où on trouve, comme vous savez sans doute, un musée de peinture, un musée tout à fait extraordinaire. Et donc reste dans le Palais des Études, au centre de Naples, restent les objets archéologiques, ce qui fait que le musée national de Naples change de nom et devient le musée archéologique national de Naples, qui est son nom actuel. Alors, donc il y a une histoire de la collection, une histoire du musée qu'il faut connaître pour comprendre l'organisation de cette collection. Parce que quand on prend le plan du musée, on voit qu'il y a une structure bien précise et qui peut paraître difficile à comprendre si on ne connaît pas l'histoire. Euh, J'hésite à dire le rez-de-chaussée parce qu'il y a des marches à l'entrée, mais en tout cas au premier niveau, on trouve donc le palais qui a été constitué et agrandi. Il y a des jardins intérieurs que l'on voit là. Il y a un vaste espace
qui accueille le public avec la billetterie, le vestiaire. On peut organiser des expositions ici éventuellement, mais surtout, il y a dans la partie droite du musée la collection Farnèse au sens de collection de sculptures antiques ayant été intégrées dans la collection familiale des Farnèse. Tout cela est présenté dans cette partie du musée de Naples. Et puis on trouve par ailleurs, ici à la mezzanine, donc on monte quelques marches et on entre dans ces salles où se trouvent conservées surtout les mosaïques des villas campaniennes et en particulier les mosaïques de la maison du Faune à Pompéi. Alors au fond, on a ouvert, c'est typique du 19e siècle, ça, on a ouvert un cabinet secret où sont mises les fresques et les mosaïques à sujet licencieux. Il y a une grille qui est fermée, de temps en temps on ouvre pour permettre aux visiteurs d'admirer des peintures et des mosaïques qui sont fort décevantes pour un œil du 21e siècle, parce qu'on trouve des choses beaucoup plus croustillantes, si j'ose dire, ailleurs que dans le cabinet secret du musée archéologique national de Naples. En tout cas, c'est là que se trouvent ces peintures et ces fresques. Et si on monte à l'étage, alors on trouve toute une zone qui contient les vestiges venant de Pompéi, pas de la maison du faune, mais tout ce qui vient de Pompéi. Alors ça pourrait être par exemple les peintures, les fresques venant des villas, les mosaïques sont à la mezzanine, les peintures et fresques venant des villas, et ça pourrait être aussi dans cette partie juste au-dessus de la zone des mosaïques, tout ce qui vient de la villa des papyrus, c'est-à-dire les papyrus à proprement parler, et puis les sculptures qui étaient exposées dans la villa des papyrus. Donc il y a une logique interne dans l'organisation du musée, et cette logique interne reflète en fait l'histoire de la constitution de la collection. Toute une partie du musée ici est consacrée à l'histoire de Naples dans l'Antiquité, mais vous savez ce que sont les musées, il y a souvent des pénuries de personnel, notamment, et donc toute cette partie du musée est très souvent fermée. Je suis allé plusieurs fois au musée de Naples et moi je n'ai jamais vu ces salles-là. Elles sont, enfin, quand j'y étais, elles étaient toujours fermées. Alors voilà, donc la présentation de l'organisation de la collection, de l'histoire de la collection du Musée archéologique national de Naples. Et donc, nous allons prendre quelques exemples. C'est-à-dire que je vais d'abord présenter quelques-unes des sculptures de la collection Farnèse au sens de collection de sculptures antiques. Ensuite, je présenterai quelques-uns des vestiges venant de Pompéi, notamment le complexe du temple d'Isis, ici, et puis quelques fresques venant de Pompéi et des villas voisines de Pompéi. Après quoi, nous irons visiter les euh, salles consacrées à la villa des papyrus, à Herculaneum, donc, et nous descendrons, nous terminerons par ce qui reste de la maison du faune à Pompéi, c'est-à-dire les mosaïques, et particulièrement la grande mosaïque de la bataille d'Alexandre. Alors donc, premièrement, la collection Farnèse, elle est extrêmement complexe, puisque si on veut la voir dans sa globalité, il faut aussi aller au Palais Royal de Naples et au Palais de Capodimonte. Le noyau principal du musée de peinture de Capodimonte, c'est la collection Farnèse. Et au musée archéologique, évidemment, il y a les grandes sculptures de la collection Farnèse. J'en ai pris deux, le plus célèbre, et la première, c'est le taureau Farnèse. Les sculptures de la collection Farnèse proviennent donc soit des thermes de Caracalla, ce qui est le cas du taureau Farnèse, soit éventuellement de la Villa Adriana à Tivoli. Alors le taureau Farnèse, c'est une sculpture célèbre par son côté monumental. C'est un seul bloc de marbre dont la base est un carré à peu près de 3,30 m de côté. C'est une sculpture qui mesure 5 mètres de haut. On évalue son poids à 22 tonnes. Et donc c'est un colosse, c'est une montagne de marbre, on pourrait dire. C'est une montagne de marbre qui provient des thermes de Caracalla. La statue a été mise au jour en 1546. Et donc, c'est le cardinal Neveu, le grand cardinal Alexandre Farnèse, qui a supervisé les, euh, la découverte de cette statue. Cette statue a été déposée ensuite dans la cour du palais Farnèse à Rome. C'est pourquoi elle s'appelle le taureau Farnèse. Elle a pris le nom de l'endroit où elle était. Et puis, en vertu de ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos de l'histoire de la collection Farnèse, cette statue a fini par être transportée à Naples, donc par bateau dans un premier temps. Et puis, on l'a donc installée là où elle est aujourd'hui, donc dans le musée.
Alors, c'est une sculpture qui a été décrite dans l'Antiquité par Pline l'Ancien. Pline l'Ancien a vu le taureau Farnèse et il en fait une sculpture de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et il attribue cette sculpture à des sculpteurs originaires de Tralles. Tralles, donc c'est en Asie mineure, des sculpteurs qui ont travaillé à Rhodes. Et donc, cette statue, ayant été fabriquée à Rhodes, a été ensuite transportée jusqu'à Rome, où elle a été découverte au XVIe siècle. Alors, on peut se demander, puisque Pline écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ et que les thermes de Caracalla sont construits au début du 3e siècle après Jésus-Christ, Pline écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, et pas avant, hein. Et donc, il y a une discordance chronologique. Pline a décrit une statue qu'il a vue à Rome, sans doute, mais qui n'était pas dans les termes de Caracalla, ceci n'étant pas construit encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Où était-elle avant la construction des thermes? On ne sait pas bien. Peut-être qu'elle était dans les jardins appartenant à la personne qui a fait venir cette statue à Rome. Il y a une hypothèse pour les jardins d'Asinus Pollion, par exemple, mais on ne sait pas bien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'objet que nous avons sous les yeux a été découvert dans les thermes de Caracalla en 1546. Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente un épisode du mythe d'Antiope et de Dircée. C'est un épisode de la mythologie qui est assez complexe. Je vais donc essayer de simplifier un petit peu. On a ici donc une personne qui s'appelle Dircée et que l'on entreprend de ligoter à un taureau sauvage que vous voyez là. Qui fait cela? Les deux hommes que vous voyez là, qui sont Amphion et Zétos. Amphion et Zétos étant les fils de d'Antiope. Alors, où est Antiope? Bon, tournez un petit peu la statue. Antiope se trouve ici. Amphion qui s'efforce de maîtriser le taureau sauvage, Dircée qui est là et que l'on cherche à attacher sur le taureau sauvage. Pourquoi? Alors il y a toute une histoire qu'il faut évoquer. Antiope est la fille du roi de Thèbes, Nictée. Un jour, elle est violée par Zeus, durant son sommeil. Et puis ensuite, prise de remords et de honte, Antiope s'enfuit de Thèbes et trouve refuge à Sicyone. Thèbes se trouve en Béotie au nord d'Athènes, Sicyone se trouve au nord du Péloponnèse. Antiope trouve donc refuge à Sicyone où elle est abritée et même épousée par le roi du lieu. Mais le roi de Thèbes, père d'Antiope, qui s'appelle Nictée, part à la recherche de sa fille. Il la découvre à Sicyone, il veut la ramener à Thèbes. Il se querelle avec le roi de Sicyone, il est tué par le roi de Sicyone. Et donc à Thèbes, eh bien, il y a une succession, c'est le frère de Nictée qui devient roi de Thèbes. Le frère de Nictée s'appelle Lycos et c'est l'époux de Dircée. Dircée est donc la tante d'Antiope. Elle va recueillir sa nièce, puisque Lycos fait venir Antiope à Thèbes. Elle recueille sa nièce, mais elle en est jalouse. Et donc, euh, elle la traite mal, si bien que Antiope, née à Thèbes à l'époque de son père Nictée, fuit Thèbes à l'époque de son oncle Lycos, de son oncle et de sa tante, donc Lycos et Dircée. Elle fuit Antiope dans la montagne et elle rencontre dans la montagne ses fils. Elle a été violée par Zeus, donc elle a eu des fils qui ont été expédiés chez des bergers dans la montagne, ses fils Amphion et Zétos, qui vont donc la protéger et qui sont, c'est ce que montre la sculpture, qui la protège en sanctionnant, en punissant Dircée qui s'est lancé à la poursuite d'Antiope. Donc Dircée se préparait à faire tuer Antiope par le taureau sauvage et Amphion et Zétos se préparent à ligoter Dircée sur le taureau sauvage. Voilà ce que nous montre la sculpture qui est évidemment un petit peu complexe. Alors, que penser de cette sculpture? C'est un tour de force, évidemment, 22 tonnes. C'est une montagne de marbre qui impressionne enfin, qui impressionnait dans l'Antiquité, puisque Pline l'Ancien l'a décrite, et qui impressionne depuis qu'on l'a découverte au XVIe siècle. Au XVIIe, même, Louis XIV avait proposé à la famille Farnèse d'acheter le taureau Farnèse, puis sa proposition a été déclinée. Donc, ce qui impressionne, c'est ça, c'est le côté monumental, le côté énorme de la statue. Parce que si on regarde de près, évidemment, c'est un beau morceau de sculpture.
Mais la sculpture hellénistique était caractérisée par son exubérance, par son côté extraverti. On a parfois fait un parallèle entre la sculpture hellénistique et la sculpture baroque, par exemple. Là, on ne trouve rien dans ce domaine, on ne trouve pas le pathos hellénistique. C'est une sculpture un petit peu froide. Donc, on peut dire que le taureau Farnèse est une énorme sculpture, mais que ce n'était peut-être pas un grand chef-d'œuvre. Cela dit, la statue a été restaurée plusieurs fois depuis sa découverte et il y a un petit diagramme coloré qui nous montre les différentes phases de la restauration de la statue au fil du temps. Alors, deuxième exemple de statue colossale de la collection Farnèse, l'Hercule Farnèse. Alors, l'Hercule Farnèse, c'est une statue qui mesure 3,17 m de haut, qui est donc beaucoup plus grande que nature. Elle paraît moins spectaculaire que le taureau Farnèse parce qu'il n'y a qu'un seul personnage, mais enfin, c'est la même démesure en fait. C'est une sculpture qui a été découverte en 1546 dans les thermes de Caracalla, comme le taureau Farnèse. Donc on peut déjà se faire une idée de la splendeur de la décoration des thermes de Caracalla, rien qu'avec ces deux statues. Ce ne sont pas les seules qui aient été trouvées là. C'est une statue qui nous montre donc Hercule. On reconnaît Hercule parce qu'il y a l'attribut d'Hercule ici qui est sa massue. Et puis il y a d'autre part, posée sur la massue, la peau du lion de Némée, ce qu'on appelle la léonte. Donc ça suffit pour identifier Hercule. Hercule qui tient la main droite dans le dos, peut-être que dans la main droite il y a les pommes du jardin des Hespérides que Atlas a cueillies pour Hercule. C'est l'un des travaux d'Hercule, hein, d'obtenir les pommes du jardin des Hespérides. Et bref, c'est un Hercule tout à fait monumental qui impressionne depuis 1546, depuis le moment où on l'a découvert. C'est une statue qui a été admirée dans l'Antiquité. Il y a eu plusieurs copies de cette statue. Par exemple, celle-là. On sait maintenant, enfin on comprend très bien que cette statue en marbre est la copie antique, romaine peut-être, d'un original grec qui est attribué au sculpteur Lysippe. Lysippe qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et cette statue donc a été réalisée par un sculpteur dont on connaît le nom, Glycon d'Athènes, mais elle était réalisée au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc IVe siècle avant pour le prototype, IIIe siècle après pour la sculpture en marbre. C'est assez classique ça pour la sculpture antique, hein. Donc il y a des copies dans l'Antiquité, notamment celle-là. Et puis il y a des copies au XVIIe siècle. Il y a une première copie que l'on trouve dans le jardin de Sceaux à Paris, enfin dans la région parisienne. On trouve une autre copie dans les jardins du château de Versailles. Et puis on trouve une troisième copie, c'est la plus connue. C'est une copie en bronze qui a été réalisée au début du XVIIIe siècle et qui est installée en Allemagne dans le parc du château de Cassel, le château de Wilhelmshöhe en Hesse, au sommet d'une pyramide, au sommet d'une cascade. Donc c'est une présentation absolument grandiose. Une sculpture qui est une copie donc de l'Hercule Farnèse. L'Hercule Farnèse mesure 3,17 m de haut et cette réplique du XVIIIe siècle mesure 8,25 m. Donc il faut qu'on la voie hein, de loin quand même. C'est une des curiosités du parc du château de Cassel, qui est donc une copie d'une statue antique dont le prototype remonte à Lysippe au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc statue tout à fait impressionnante. Troisième exemple de sculpture antique dans la collection Farnèse, la tasse Farnèse, qui est un objet de beaucoup plus petite taille, puisque c'est un objet qui a forme de cercle, comme vous voyez, qui a un diamètre de 20 cm environ. C'est une sculpture de Sardonyx, donc c'est une gravure sur Sardonyx, ce qu'on appelle, bon, c'est pas exactement un camée, enfin c'est la technique du camée en tout cas qui a été utilisée pour cela. Sur l'une des faces, on voit un masque de méduse qui est représenté donc sur la tasse farnèse. Et sur l'autre face, tasse farnèse, c'est un objet un peu creux. En fait, c'est une fiale, c'est une coupe à libation. Du moins, c'est censé être une coupe à libation, parce que 20 cm, c'est quand même assez grand. Et donc, cette coupe à libation montre une scène qui est finement sculptée et qui met en scène, enfin qui est une sorte d'allégorie de la richesse de l'Égypte. C'est une coupe qui a été réalisée, pense-t-on, à Alexandrie, en Égypte, autour de 100 avant Jésus-Christ, et qui nous montre plusieurs personnages qu'on peut identifier. Ici, on a par exemple un personnage, un homme barbu, tenant dans les mains une corne d'abondance. C'est l'allégorie du Nil.
Le Nil, en Égypte, du temps où il y avait des crues du Nil, le Nil garantit la richesse, les récoltes, la prospérité du pays, donc l'abondance. Face à lui, on a un personnage plus jeune qui a dans les mains cet objet qui est là, qui est un timon. Donc le timon d'une charrue, là on va attacher les bœufs qui vont tirer la charrue. Et puis il a dans l'autre main un sac de graines. C'est Triptolème. Triptolème à qui Déméter a donné les céréales, a donné le blé. Et donc Triptolème est une sorte d'allégorie de l'agriculture, on pourrait dire. Sur la droite, on a ici des évocations du temps. Ce sont les heures qui ont des coupes dans les mains. Au-dessus, volant dans les airs, l'allégorie des vents étésiens qui, en Méditerranée, soufflent dans les périodes chaudes, ce sont des vents du nord, donc qui rafraîchissent un petit peu l'atmosphère par temps de canicule. Et tout en bas, installé sur un sphinx, on voit ici la tête d'un sphinx, enfin bon, l'éclairage ne permet peut-être pas très bien de voir ça, mais c'est un sphinx. Et assis sur ce sphinx, la déesse Isis, ou une suivante de la déesse Isis. Donc un beau morceau de sculpture, un tour de force même, parce que le sardonyque c'est difficile à travailler. Il y a quelques années, on a essayé de reproduire la tasse farnèse avec les moyens modernes, avec les instruments modernes dont nous disposons, et il a fallu quand même 6 mois de travail pour obtenir une réplique de la tasse farnèse. Alors, cette tasse farnèse, elle a eu toute une histoire. On sait qu'elle a été réalisée donc, vers 100 avant Jésus-Christ. Elle a été conservée dans le trésor des empereurs de Rome, et puis ensuite dans le trésor des empereurs byzantins. Et donc, il est vraisemblable qu'elle est arrivée en Europe occidentale après le sac de Constantinople en 1204, durant la quatrième croisade. À la fin du Moyen Âge, elle appartient à divers propriétaires et finit par appartenir à Laurent de Médicis, à la fin de Laurent le Magnifique, donc à la fin du XVe siècle. Et elle arrive dans la collection Farnèse, donc, et elle suit le parcours normal de la collection Farnèse jusqu'à Naples. Voilà donc une évocation de cette collection Farnèse dans sa partie euh, antique, dans sa partie sculpture antique, collection Farnèse qui était réunie patiemment par les membres de la famille Farnèse pendant 200 ans, et dans laquelle on trouve, outre les sculptures antiques, toute une collection de tableaux qui est conservée aujourd'hui au musée de Capodimonte. Alors, donc, un des fleurons du musée de Naples, la collection Farnèse. Deuxième promenade possible, promenade à Pompéi, où on peut voir donc les vestiges de Pompéi, essentiellement, si vous vous souvenez du plan, essentiellement à l'étage, donc au-dessus de la collection Farnèse, il y a des dizaines de salles qui abritent ces vestiges de Pompéi. Alors, j'aurais pu en montrer beaucoup. J'ai préféré choisir deux exemples. D'abord, quelque chose autour du complexe du temple d'Isis, et puis ensuite quelques exemples de fresques des villas pompéiennes, ou des villas campaniennes plus exactement. Tout n'est pas à Pompéi. Alors, le complexe du temple d'Isis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc le temple d'Isis et les bâtiments qui sont autour du temple d'Isis, le tout se situant à Pompéi, près de l'amphithéâtre. Donc, voilà une maquette présentée au musée de Naples et qui nous montre la proximité vraiment très très grande entre l'amphithéâtre et le temple d'Isis. Le temple est là et il y a toute une série de bâtiments autour du temple, la zone étant entourée d'un mur, ce qu'on appelle pour désigner ce type particulier de mur entourant le domaine d'un temple, on appelle ça un péribole avec ici une porte. Alors, ce temple d'Isis a été découvert à la fin du XVIIIe siècle, quand on a commencé les fouilles un petit peu développées à Pompéi. Les fouilles de Pompéi commencent après les fouilles d'Herculanum, mais elles se développent beaucoup plus largement que les fouilles d'Herculanum, comme vous le savez sans doute. Donc ce temple d'Isis est tout de suite compris comme étant relativement bien conservé. Il a échappé à une éruption volcanique, hein, il faut quand même se souvenir. Et comme on va le voir, il a échappé aussi à un tremblement de terre. D'abord le tremblement de terre, ensuite l'éruption volcanique, et il en reste quand même des éléments relativement importants qui permettent de comprendre que l'on a affaire à un temple et à un ensemble religieux tout autour du temple, des salles dans lesquelles pouvaient se tenir des assemblées, l'assemblée des fidèles de la déesse Isis, déesse bon, apparemment d'origine égyptienne, mais en fait, c'est une déesse hellénistique, une déesse qui s'est élaborée, qui est un petit peu artificielle, qui s'est élaborée à l'époque hellénistique en Orient et qui a
gagné l'Italie à partir du IIIe siècle, surtout avant Jésus-Christ. Donc, dans ce complexe, des cérémonies étaient organisées qui donnaient lieu enfin, qui étaient organisées dans des salles tout à fait décorées, richement décorées même. Donc, la découverte du temple d'Isis à la fin du XVIIIe siècle, c'est en même temps la découverte des fresques, enfin des vestiges, des fresques de ces salles. Et ces fresques du temple d'Isis ont beaucoup inspiré les artistes à partir de la fin du XVIIIe siècle. Des fresques comme par exemple celle-ci. Alors, c'est un personnage, et c'est un paysage fantaisiste, bien sûr, mais enfin, ce qui a beaucoup frappé à la fin du XVIIIe siècle, c'est la simplicité du dessin, c'est la virtuosité de la représentation. Et on a là un bel exemple, effectivement, de la peinture hellénistique. Ou alors, cette autre scène, qui représente une cérémonie isiaque, une cérémonie du culte d'Isis. Donc, les fidèles d'Isis, rassemblés dans la salle où figurait cette scène, pouvaient en même temps se remémorer des cérémonies et des cultes rendus à la déesse Isis. Alors, regardons bien, on a ici l'évocation d'un bâtiment réduit au portique, hein, les colonnes et l'entablement, euh, un podium et sur le podium une statue. Alors ce n'est pas une statue anthropomorphe réaliste de la déesse, mais c'est une stèle sur laquelle on a noué un ruban qui est noué d'une certaine façon, ce qu'on appelle un nœud isiaque, un nœud caractéristique du culte d'Isis. Donc le simple nœud permet de comprendre que l'on a affaire ici à une statue de culte d'Isis. Et au pied de l'escalier qui monte sur le podium, on trouve l'autel sur lequel un fidèle est en train de célébrer un sacrifice. Ce qui nous rappelle que dans l'Antiquité, les sacrifices étaient célébrés devant les temples et pas à l'intérieur des temples. Donc on a ici, dans le temple d'Isis, une évocation d'une cérémonie devant le temple d'Isis. C'est évidemment très intéressant, très impressionnant aussi. Et ce qui a impressionné également à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, c'est l'inscription qui se trouve autour de la porte, inscription qui a été bien conservée, qu'on lit encore très bien. Voilà le texte. Alors, le texte en latin, naturellement, on peut le traduire. Et le texte nous dit ceci: Nonius Popidus Celsinus, fils de Nonius, a fait relever entièrement à ses frais le temple d'Isis, renversé par un tremblement de terre. Donc, on trouve là une allusion au tremblement de terre dont on sait qu'il s'est produit en Italie centrale en 62 après Jésus-Christ, qui a affecté toute la région, notamment le port d'Ostie. Et, et donc, à Pompéi, la ville a été, je ne dirais pas détruite, ce serait excessif, mais elle a été gravement endommagée par ce tremblement de terre, si bien qu'il a fallu des années ensuite pour réparer, pour relever les ruines, pour rebâtir tout ce qui s'était effondré en 62. Certains de ces bâtiments sont restaurés et achevés, c'est le cas du temple d'Isis, mais d'autres ne sont pas achevés au moment de l'éruption. Et donc l'éruption a enseveli des bâtiments en reconstruction. Il y a un lien entre le tremblement de terre de 62 et l'éruption de 79. En tout cas, cette inscription nous le dit. Il y a, vous voyez là le mot latin pour tremblement de terre, je crois que c'est le même mot en italien quasiment. Nonius Popilius Celsinus a fait relever à ses frais le temple d'Isis. Il y a ce qu'on appelle un évergète, un bienfaiteur. Et grâce à cette libéralité, à cause de cette libéralité, les décurions l'ont associé gratis à leur ordre à l'âge de 60 ans. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordre, l'ordo et les décurions? Disons que si je risque l'anachronisme, je dirais c'est le conseil municipal. Le conseil municipal qui administre la ville de Pompéi et qui choisit de récompenser, d'honorer le bienfaiteur qui a financé la reconstruction du temple en l'associant donc à l'ordo, qui est à la fois sur le plan honorifique, mais sur le plan administratif aussi, qui est le centre du pouvoir local à Pompéi. Donc une inscription très intéressante pour toutes ces raisons, pour le tremblement de terre, pour la date, pour l'évergétisme, que l'on voit très bien à Pompéi et que l'on voit très bien mise en scène au musée archéologique national de Naples. L'inscription est restée à Pompéi, mais les fresques ont été déplacées au musée archéologique national de Naples. C'est un choix qu'il faut faire. Est-ce qu'on laisse les fresques sur place? Par exemple, les fresques de la Villa des Mystères sont restées sur place.
C'est pourquoi on ne les verra pas au musée archéologique national de Naples, mais d'autres ont été déplacés et c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors j'ai mis cette petite gravure de Piranèse, Francesco Piranèse, le fils du graveur célèbre. Piranèse, donc Francesco, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, publie une série de gravures représentant les monuments de Pompéi, notamment le temple d'Isis. Et il nous donne ici une scène assez étrange. Donc il y a l'inscription. On voit des fidèles arrivant au temple pour honorer la déesse, pour faire des offrandes à la déesse, mais le temple que Piranès dessine, c'est le temple que nous voyons nous, c'est-à-dire après l'éruption, après le déblaiement des ruines dû à l'éruption. Alors, il n'y a pas de fidèles d'Isis qui soient allés au temple d'Isis détruit par le volcan, évidemment. Ils sont peut-être allés au temple d'Isis détruit par le tremblement de terre, mais pas par le volcan. Donc là, une petite incohérence chronologique, mais enfin, c'est un dessin intéressant qui nous montre que le temple d'Isis de Pompéi est connu et apprécié depuis la fin du XVIIIe siècle. Alors, en dehors du temple d'Isis, j'ai choisi de présenter quelques fresques des villas campaniennes. Et pour cela, il va nous falloir réviser tout ce que nous savons de la peinture romaine. Vous savez qu'il y a quatre styles de la peinture romaine à Pompéi, cinq en tout, mais le cinquième est postérieur à l'éruption de 79. Donc, ce qu'on appelle le premier style de la peinture romaine, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire des murs qui sont colorés de façon vive, mais sur lesquels on n'a pas représenté de scène figurative. Ce sont des compartiments qui sont colorés, qui évoquent un petit peu des plaquages de marbre, on pourrait dire. D'ailleurs, bien souvent, ce sont des stucs qui sont représentés en épaisseur, si vous voulez. Il y a un petit relief, hein. Donc, des compartiments de stucs colorés qui décorent le mur. Pas de scène figurative. C'est un style qui s'est développé en Italie euh, au deuxième siècle avant Jésus-Christ et qui donc, dans la maison de Salluste détruite par le volcan en 79 après Jésus-Christ, est un style très ancien. Il a presque 300 ans. Donc, on trouve à Pompéi des lieux qui comportent encore un décor ancien. C'est le cas de la maison de Salluste, c'est le cas de la maison du Centaure. Il y a même une salle de la maison du Faune qui est décorée dans ce style-là. Un style non pas archaïsant, mais une décoration très ancienne dans les bâtiments. Donc, premier style de la peinture pompéienne qui apparaît au deuxième siècle avant Jésus-Christ et qui va durer, disons, jusqu'au premier siècle avant Jésus-Christ. Et le deuxième style de la peinture pompéienne, lui, se développe, disons, dans la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ et dure jusqu'au règne d'Auguste. Donc, à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, vous voyez ce à quoi peut ressembler ce deuxième style. On simule, par la peinture en trompe-l'œil, on simule une architecture foisonnante, une architecture tout à fait impressionnante, avec des colonnes. Celles-ci sont des colonnes peintes, mais on peut imaginer qu'il y ait devant la fresque de véritables colonnes qui soient installées, en plus de celles qui sont peintes. Il y a en trompe-l'œil l'illusion qu'il y a des salles en arrière. Alors derrière une porte, c'est pas normal qu'on trouve une salle, évidemment et donc une porte, une décoration, bref, une décoration très importante, très richement réalisée. C'est le deuxième style de la peinture romaine jusqu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, disons jusqu'à l'époque d'Auguste. Vient ensuite le troisième style de la peinture romaine qui commence dans le courant du règne d'Auguste euh, et qui va durer disons jusqu'à l'époque de l'empereur Claude, donc au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a là une réaction contre les méthodes précédemment utilisées. Autant la décoration du deuxième style était foisonnante, autant la décoration du troisième style est beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Ce qui était colonne richement décorée avec le deuxième style devient ici de simples bandes dessinées, presque ciselées, qui délimitent les murs en casiers, en panneaux qui sont parfois occupés par ces fresques à fond clair, bien souvent, fresques qui soit évoquent des scènes précises, soit évoquent des paysages. Et donc un style beaucoup plus épuré, on pourrait dire, qui se développe à partir du règne d'Auguste, qu'on voit dans les vestiges de la maison d'Agrippa Postumus. Agrippa Postumus était l'un des petits-fils d'Auguste.
Vient ensuite le quatrième style, pardon, voilà, le quatrième style, qui commence donc à être employé à l'époque de l'empereur Claude, au milieu du 1er siècle, et qui réalise un petit peu une convergence du style du troisième et du deuxième style. C'est-à-dire, on retrouve des architectures assez importantes, mais moins importantes. On conserve les panneaux décorés qui simulent, si on peut dire, des tableaux suspendus au mur, et puis on retrouve quelques évocations en trompe-l'œil de paysages. C'est le quatrième style qui est pratiqué dans les maisons que l'on décore au moment de l'éruption. Et l'éruption vient évidemment figer tout cela. La peinture romaine va évoluer ensuite, bien sûr. Il y aura donc un cinquième style, mais on ne le trouve pas, bien entendu, à Pompéi. Alors, nous avons révisé la chronologie des styles et nous pouvons donc maintenant regarder quelques exemples de fresques. J'ai choisi de montrer ici la manière dont on présente au Musée archéologique de Naples quelques fresques autour de la notion, autour de l'idée de maison de l'amour puni. Donc, il y a une maison qui porte ce nom, la maison de l'amour puni, c'est la maison 23 de l'îlot 2 du quartier 7 de Pompéi, mais de la maison de l'amour puni viennent les fresques qui sont situées à gauche et à droite. Et la partie centrale est décorée de fresques qui ne viennent pas de la maison de l'amour puni, qui sont à peu près contemporaines. On voit bien ici le troisième style de la peinture romaine, hein, donc à peu près contemporaine, en gros l'époque d'Auguste, mais qui ne viennent pas d'un endroit précisément identifié. Cette fresque-là, on pense qu'elle vient de Pompéi. Celle-ci, on est à peu près sûr qu'elle vient d'Herculanum. Mais enfin, en tout cas, c'est le troisième style de la peinture romaine pour cette présentation que l'on va détailler un petit peu. Là, on voit donc le panneau central. Donc, des évocations architecturales extrêmement fines, presque ciselées en fait, hein. Un fond rouge pour simple décoration. Bon, éventuellement, il peut y avoir, on a vu tout à l'heure, des panneaux peints, mais en tout cas, pour ce mur-là, il n'y en a pas. On a disposé en dessous une fresque à fond clair, troisième style, qui nous montre ici une scène assez simple à interpréter. On voit ici une massue qui est utilisée comme jouet par ces petits Amorini. C'est la massue d'Hercule qui est là, renversée, pris de boisson, ivre, déguisé en somme, au pied d'un autel, et Hercule contemplé par Omphale, qui s'apitoie probablement sur les excès d'Hercule. Donc Hercule et Omphale représentés sur cette fresque, qui vient de Pompéi sans doute, mais on ne sait pas exactement d'où. Et puis, il y a donc les deux panneaux qui viennent de la maison de l'amour puni. Là, ces deux fresques sont bien identifiées. Donc, fond rouge, panneau peint, troisième style. Ici, nous avons Mars et Vénus, accompagnés de Cupidon et d'une servante qui tourne le dos à la scène. Mars et Vénus qui sont représentés ici. Et cela nous permet de comprendre que dans la mythologie romaine, Mars et Vénus forment un couple de divinités et que la figure du dieu Mars dans la mythologie romaine n'est pas du tout celle du dieu Arès dans la mythologie grecque. Dans les deux cas, dieu de la guerre, oui, mais pas du tout le même personnage, pas du tout la même mythologie, pas du tout les mêmes aventures, pas du tout le même style, si l'on peut dire. Le dieu Mars est très différent du dieu Arès, ce qui nous permet de comprendre que la mythologie romaine, même si elle ressemble à la mythologie grecque, en fait est très différente. Alors donc, euh, Mars et Vénus, ici. Que fait Mars exactement? Bon, euh, on ne sait pas trop. Et puis de l'autre côté, c'est l'amour puni, effectivement. Alors, on retrouve Vénus, qui est accompagné de l'un de ses enfants, Antéros, et d'un autre de ses enfants, Eros ou Cupidon. Là, en l'occurrence, on peut utiliser les deux mots. Cupidon qui est amené à sa mère par une suivante, qui est Peito, la persuasion. Alors, la scène peut s'interpréter de la façon suivante. Cupidon, Eros, est puni. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lance les flèches hein, de l'amour. Eh bien, il a fait une erreur. Il a tiré une flèche sur euh, une personne qu'il ne fallait pas viser. Et donc, il va être sanctionné pour cela par sa mère. C'est ce que l'on voit ici. Et en arrière-plan, on voit le frère d'Eros, Antéros, qui se moque de son frère, qui s'est trompé de cible.
Donc une scène simple, une scène charmante en fait, qui est représentée sur ce mur de la maison de l'amour puni, un exemple tout à fait caractéristique du troisième style de la peinture romaine. Les spécialistes datent cette scène, disons, à peu près du règne de Caligula, c'est-à-dire les années 20 après Jésus-Christ. Mais c'est difficile de dater avec précision des scènes qui ne sont pas identifiables par la référence à un nom de magistrat, par exemple. Alors voilà donc pour un premier exemple de villa euh, pompéienne. Là, c'est une villa pompéienne, la villa des Maupeou. Alors voilà l'ensemble des images hein, qui composent dans le musée de Naples quelque chose qui peut évoquer la manière dont les maisons pompéiennes pouvaient être décorées. Ce n'est pas ici une décoration réaliste, parce qu'on a associé des fresques venant de trois endroits différents, mais c'est une évocation assez agréable quand même. Autre exemple de villa, on va retrouver la villa de Bosco Reale, la villa de Publius Fanius Sinistor. On avait déjà vu cette image, hein, cette fresque que j'avais choisie comme exemple du deuxième style de la peinture romaine, donc richesse de la décoration, trompe-l'œil, etc. Et là, je voudrais insister sur le linteau qui est au-dessus de la porte, le faux linteau, puisqu'il est peint. Linteau qui représente une scène de chasse. Alors, ce linteau, au-dessus de la porte, est connu depuis que l'on a mis au jour la villa de Bosco Real, c'est-à-dire depuis les années 1880. Ce linteau est connu et depuis les années 1880, voilà, on le mentionnait, sans en tirer de conclusion particulière. Et puis en 1978, les choses ont changé. En 1978, c'est l'époque de la découverte des tombes royales macédoniennes dans le nord de la Grèce. C'est l'époque de la découverte donc de la tombe du roi Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. C'est l'époque de la découverte d'une tombe sur laquelle il y a une porte, comme celle-ci, et au-dessus de la porte, une fresque montrant une scène de chasse, très comparable à celle-là. Et donc, depuis 1978, on se dit qu'il y a peut-être un rapport entre la villa de Bosco Reale et, la dynastie royale macédonienne, la scène de chasse, qui est presque identique entre la villa donc campanienne et la tombe macédonienne. D'autant que cette connexion avec la Macédoine, on la trouve sur la fresque qui est à côté dans la maison et dans les salles du musée de Naples. Cette fresque qui représente des personnages grandeur nature, ce qu'on appelle en termes techniques une mégalographie. Euh, les fresques de la Villa des Mystères sont des mégalographies. Donc, grands personnages. Et qui sont ces personnages qui ne nous regardent pas vraiment et comment peut-on les interpréter? Ben, on peut regarder d'abord ici le chapeau de cette personne. Ici. C'est un chapeau sur lequel on a posé un cercle métallique, un cercle d'argent, ce qu'on appelle un tore, et c'est un diadème, en fait. Un diadème exactement comparable au diadème qui a été découvert en 1978 dans la tombe du roi Philippe II de Macédoine. Donc, deuxième connexion avec la Macédoine. Un chapeau muni d'un diadème. Il y a le terme grec pour désigner ça, hein, kaosia, avec le diadème. Bon. Euh, donc, évocation de la Macédoine. D'autant que sur le bouclier, on trouve ici une grande étoile qui est l'étoile macédonienne, que l'on trouve sur le Larnax, abritant les cendres du roi Philippe de Macédoine. Donc, peut-être que cette personne, c'est une allégorie de la Macédoine. Allégorie de la Macédoine devant ici l'allégorie de l'Asie conquise par Alexandre. Sous l'œil d'un philosophe, on sait qu'il y a des philosophes qui évoluent autour des rois de Macédoine au IVe siècle avant Jésus-Christ. Aristote est le plus connu, mais ce n'est pas le seul. Donc, philosophe, connexion royale, pour cette maison de Publius Fanius Sinistor, de qui on ne sait pas grand-chose, hein. Ce que l'on sait en tout cas, ce sont les dates. La villa a été construite autour de 80 avant Jésus-Christ. Elle est décorée de fresques du deuxième style de la peinture romaine, c'est-à-dire des fresques datant de l'époque d'Auguste. Donc, il y a peut-être dans la villa de Bosco Reale une sorte de d'allégorie du pouvoir, allégorie complexe du pouvoir, avec l'évocation de la dynastie macédonienne, qui est assez ancienne à l'époque d'Auguste, hein. Entre Auguste et Alexandre, il s'est écoulé 350 ans environ. Donc, évocation de la dynastie macédonienne sur les fresques,
à un moment où on voit une autre dynastie en train de s'installer, la dynastie impériale des Julio-Claudiens. C'est peut-être pas simplement une proximité chronologique, il y a peut-être un programme idéologique derrière ces fresques. Et cela, on a pu le comprendre depuis la découverte des tombes macédoniennes en 1978. Alors, pour ce qui concerne le troisième exemple que j'ai choisi, c'est la villa d'Agrippa Postumus, donc petit-fils d'Auguste, qui a laissé une trace assez faible. Enfin, il est mentionné par Tacite, euh, qui en fait un compétiteur malheureux à la succession de son grand-père. Donc, il meurt en 14 après Jésus-Christ, quelques semaines après son grand-père. Et donc, la villa qui a été découverte sur les flancs du Vésuve, à Bosco Trecase, donc à côté de Bosco Reale, cette villa comporte un certain nombre de pièces qui sont décorées de fresques. La plupart de ces fresques, c'est d'ailleurs vrai aussi pour la maison de Bosco Reale, la plupart de ces fresques ont été transportées à New York, où elles sont aujourd'hui, mais enfin, il en reste quand même quelques-unes à Naples, notamment celle-là. Donc, on voit une salle décorée donc, avec des murs rouges, une fine euh, décoration. C'est le troisième style de la peinture romaine, à fond rouge. C'est l'évocation d'une des salles de la villa d'Agrippa Postumus, la salle rouge. Et si on prend cette photo qui nous montre la salle noire qui évoque la villa d'Agrippa Postumus et qui est présentée à New York, on voit le même style, évocation architecturale très très légère. Ici, pas de panneaux peints et un fond noir. Donc cela donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler cette villa d'Agrippa Postumus à Bosco Trecase, villa qu'on ne peut plus visiter aujourd'hui puisqu'elle a été recouverte par une éruption du Vésuve quelques années après sa découverte à la fin du 19e siècle. Alors, dans le musée de Naples, on a donc vu les, la collection Farnèse, on a vu quelques exemples des vestiges de Pompéi, et je voudrais terminer en développant un petit peu plus la présentation de deux des villas importantes de Pompéi et de la région de Pompéi, la villa des Papyrus à Herculanum et la maison du Faune à Pompéi. Alors, pour ce qui concerne la villa des Papyrus, voilà un dessin, une interprétation qui montre ce à quoi pouvait ressembler la villa des papyrus. Il faut savoir qu'elle a été découverte au XVIIIe siècle par des fouilles en tunnel, qu'il n'y a pas eu d'excavation, on n'a pas mis à jour la totalité de la villa. À la fin du 19e, on a mis à jour cette partie-là de la villa. Cette partie-là n'a pas été fouillée du tout, même pas au 18e siècle. Et cette partie-là a été fouillée au 18e siècle, on a le plan, mais n'est pas mise à jour. Tout cela est souterrain, encore aujourd'hui. Néanmoins, cela nous donne une idée de la splendeur de cette villa qui était tout à fait considérable, avec plusieurs atriums, avec un très grand péristyle, un très grand jardin de près de 100 mètres de long, une petite gloriette au bord de la mer, du moins au bord de la mer avant l'éruption du Vésuve, gloriette du haut de laquelle on devait avoir une belle vue, évidemment, sur le golfe de Naples. Et donc cette villa des papyrus porte ce nom parce que l'on a découvert dans l'une des salles de la villa, ici, on a découvert eh bien, des papyrus carbonisés dont je parlerai tout à l'heure. Alors cette villa euh, enfin, est mise en relation avec Lucius Calpurnius Pison Caesoninus, qui était un très haut personnage de la Rome à la fin de la République. On date sa vie, vous voyez, des alentours de 105 jusqu'après 43. On sait qu'il est encore vivant en 43, avant Jésus-Christ, et on n'a pas de nouvelles depuis, donc il est mort quelque temps après, peu de temps après probablement. C'est un haut personnage. Il appartient à la famille des Pisons, qui est une des dynasties aristocratiques de la Rome ancienne, avant lui, avec lui et après lui aussi. La puissance des Pisons continue après Pison Caesoninus. On sait que l'art des mets d'Horace, par exemple, est dédié à un membre de la famille des Pisons. Alors, Lucius Calpurnius Pisan Caesoninus est consul en 58 avant Jésus-Christ. Euh, une idée son prestige, son rayonnement social peut être trouvée dans le mariage de sa fille avec Jules César en 59. Calpurnia, donc la fille de Pisan Caesoninus, est la quatrième et dernière épouse de César. Si vous connaissez un petit peu les modalités de l'assassinat de César, vous savez que le jour de l'assassinat, alors que César se rend
à la curie de Pompée pour y tenir une séance du Sénat et pour y être assassiné, ce qu'il ne sait pas, eh bien, on lui remet un billet écrit par Calpurnia qui lui dit en substance, j'ai fait des rêves prémonitoires, les présages sont extrêmement mauvais, ne fais rien de ce que tu as prévu, ne va pas là où tu dois aller, sinon il va t'arriver malheur. Et le billet en question, César ne le lit pas et on l'a retrouvé dans sa main après son assassinat. Donc Calpurnia, fille de Pison Césoninus. Euh, Ce que l'on sait de Pison Césoninus, c'est qu'il vit donc, comme vous le voyez, dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais la villa des Pisons, la villa des Papyrus, a été construite à l'époque d'Auguste, c'est-à-dire une ou deux générations après. Donc elle a été construite par ses petits-fils, disons, ou peut-être un petit-fils. Et les papyrus, comme je le dirai tout à l'heure, ces papyrus, c'est lui, Pison Césoninus, qui les a rassemblés, mais ils n'ont été installés là où on les a découverts que, évidemment, lorsque la maison a été construite, c'est-à-dire deux générations après. Euh, cette, euh, cette villa est donc de très vaste taille. On a vu un dessin montrant ce à quoi elle pouvait ressembler. Voilà le plan. Donc, plusieurs atriums, un très grand péristyle, avec la possibilité de disposer, évidemment, beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de statues. Une partie qui donc abritait la bibliothèque et des œuvres d'art, des statues qui sont présentées dans plusieurs salles du musée de Naples. On s'est efforcé de reconstituer l'apparence de cette villa très vaste qui devait ressembler quand même à une sorte de palais. Les sénateurs et consuls de la République romaine, ce sont de très hauts personnages. L'historien Polybe qui vit dans l'entourage des Scipions au moment de la Deuxième Guerre punique, eh bien, Polybe a comparé le Sénat de Rome précisément, enfin, il a donné la qualification suivante au Sénat de Rome, une assemblée de rois. Donc, de très hauts personnages, et la villa de Pison Césoninus, ou plutôt la villa des petits-fils de Pison Césoninus, eh bien, c'est une sorte de villa royale. Donc, des statues anciennes parfois, rarement, mais des statues qui ont donc été réalisées pour la décoration du jardin, des statues en marbre, des statues en bronze, présentées au musée de Naples, des statues montrant des philosophes, des orateurs, des athlètes, des statues qui sont nombreuses, des statues évoquant des personnages connus, tout au moins nous pensons que ce sont des personnages connus, c'est-à-dire à gauche un buste de Scipion l'Africain. Nous savons que Scipion l'Africain était chauve, le personnage qu'il a est chauve, c'est peut-être Scipion l'Africain. Et à droite, un buste qui est souvent considéré comme un portrait de Sénèque, mais sans garantie précise. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour le propriétaire de la villa des Papyrus, ce sont des personnages romains qui méritent intérêt. Et donc il y a dans les jardins la présentation de ce qu'on appelle des termes, c'est-à-dire des bustes sur des stèles, des termes des héros romains qui sont rapprochés parfois de héros grecs. C'est ce que fera au IIe siècle Plutarque avec les vies parallèles, comparer des héros grecs avec des héros romains. Plutarque donne l'avantage aux héros grecs, et bien à la villa des Papyrus, on donne l'avantage aux héros romains. Et donc il y a, outre les sculptures, il y a les papyrus. Alors, ces papyrus sont découverts donc, dans les années 1750. Dans un premier temps, on pense qu'il s'agit de bûches, de bûchettes. Et puis, quand on les soulève, on voit qu'il n'y a pas du tout le poids d'une bûchette. C'est très léger. C'est du papyrus carbonisé. C'est du papyrus calciné. C'est-à-dire que ces rouleaux, ce sont en fait des livres. Les livres tels qu'on les connaît au 1er siècle après Jésus-Christ, juste avant l'éruption du Vésuve, ce sont des rouleaux de papyrus. Donc il faut imaginer des feuilles de papyrus qui sont collées les unes aux autres et qui permettent de réaliser un rouleau qui peut mesurer 8, 10, 15 mètres de long. Donc le rouleau, on le lit, on a écrit un texte dessus, on le lit en le déroulant de la main gauche et en l'enroulant de la main droite. On le lit, on prend des notes, on le range dans une bibliothèque. Et c'est cela qu'il y a dans l'une des salles de la Villa des Pisons, des centaines de rouleaux de papyrus qui ont été recouverts par
La nuée ardente, donc au moment de l'éruption du Vésuve, en quelques secondes, en très petit nombre de secondes, tout a été noyé dans la boue incandescente provenant du Vésuve. Donc les papyrus n'ont pas été brûlés, ils ont été calcinés. Et donc ce n'est pas du bois, ce n'est pas non plus un fossile, ce n'est pas de la pierre, hein. Et c'est un rouleau calciné. Alors depuis le XVIIIe siècle, on a compris qu'il s'agissait de livres. Nos livres à nous, qui sont des cahiers de feuilles de papier ou antérieurement de feuilles de parchemin, et, nos livres apparaissent au deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ. On a donc compris très vite qu'il s'agissait de livres et on s'est dit, eh bien, il faudrait dérouler les rouleaux pour espérer lire quelque chose à l'intérieur. On essayait et voilà le résultat. Donc, ce n'est pas très satisfaisant. Parfois, en utilisant des filtres sur les appareils photo, on arrive à faire ressortir des lettres. Il y a des fragments de texte qui ont pu être récupérés comme cela depuis le XVIIIe siècle. Mais enfin, on voit bien qu'on ne peut pas aller très loin. Donc, on a cherché à dérouler les rouleaux au début du XIXe, et puis on a arrêté au XXe siècle, parce qu'en fait, on n'y arrive pas, hein. Ça n'est pas possible de dérouler le rouleau. Sauf qu'au XXIe siècle, les choses ont changé. On a changé de méthode. Et on s'est dit qu'il n'est pas possible de dérouler physiquement le rouleau, mais que peut-être on peut le dérouler de façon digitale, on pourrait dire. Et donc on a procédé, alors je vais employer des termes qui ne sont peut-être pas les plus adaptés, mais qui sont peut-être plus compréhensibles. On s'est efforcé de scanner les rouleaux. Vous voyez ici l'intérieur d'un rouleau tel qu'on ne le voit pas, mais tel qu'on peut le faire apparaître par ces systèmes donc, de scanographie. On voit que le rouleau, eh bien, ce sont des feuilles de papier qui sont enroulées les unes autour des feuilles de papyrus qui sont enroulées les unes autour des autres, et que sur ces feuilles, il y a un texte qui avait été écrit. On a pu mettre au point une technique permettant de scanner comme si on faisait des tranches dans le rouleau, et puis on s'était forcé de lire l'intérieur des spires pour reconstituer la surface de la feuille. C'est complexe, mais ce n'est pas impossible. Cela s'est fait, et une fois que l'on a reconstitué numériquement la surface de la feuille, eh bien alors on peut s'efforcer de lire le texte qui était écrit. Texte écrit à l'encre noire sur un papyrus noirci. Pas facile, mais enfin ça donne ça. Voilà donc un exemple de mots ayant été écrits dans l'Antiquité sur une feuille de papyrus, sur un rouleau de papyrus qui a été calciné par l'éruption du Vésuve et qu'on arrive à lire quand même. On repère ici un epsilon majuscule, un iota majuscule, un pi majuscule, un omicron majuscule, un iota majuscule. C'est un mot. Et à côté de ce mot, il y a d'autres mots et les mots forment des textes. Donc depuis une dizaine d'années, il y a cet effort de reconstitution du texte écrit dans les rouleaux de papyrus de la Villa des Papyrus d'Herculanum. Donc la technique, le protocole a été mis au point. Puis ensuite, il faut lire, il faut interpréter, il faut comprendre. Et on a donc cherché à faciliter les choses en utilisant une intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative conversationnelle, hein, qui vous parle, qui vous raconte des choses. Là, il s'agit de l'intelligence artificielle au sens où les logiciels ont été capables d'apprendre les règles du jeu d'échecs et de vaincre les grands maîtres internationaux aux échecs, hein. C'est-à-dire l'apprentissage profond, au fond, qui permet de maîtriser les choses et peut-être de lire les textes écrits plus rapidement, plus facilement que ne le ferait un être humain s'il avait la patience de- de feuilleter donc ces centaines de rouleaux de la bibliothèque d'Herculanum. Au point qu'on a lancé un défi du Vésuve, vous voyez, Vesuvius Challenge, un défi du Vésuve consistant à donner des prix, des récompenses à tous ceux qui réussiront à lire un mot, une page, un texte dans ces papyrus qui ont été scannés, hein, et que l'on peut donc travailler un peu partout dans le monde. Donc, si vous voulez vous inscrire, eh bien, il y a de quoi faire sur le site dont vous avez l'adresse ici. Et il y a des primes qui sont données. Bon, ça peut aller jusqu'à 1,5 million de dollars. Des prix ont déjà été décernés, il y en aura d'autres qui vont être décernés aussi. C'est-à-dire que des textes ont commencé à apparaître. Et quel genre de texte? Eh bien,
un grand nombre des rouleaux de papyrus, ce sont des textes du philosophe Philodème de Gadara. On sait que Philodème de Gadara vivait dans l'entourage de Pison Césoninus au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est donc sa bibliothèque qui est là, la bibliothèque d'un philosophe épicurien, la bibliothèque d'une école philosophique, en quelque sorte, qui a été conservée de cette façon. Donc des textes de Philodème de Gadara ont été mis au jour, ont pu être lus, ont pu être publiés. De Philodème de Gadara, nous n'avions que quelques mots épars, quelques citations dispersées, et on commence maintenant à avoir des textes complets du philosophe. On a constaté que dans la bibliothèque d'Herculanum, il y avait aussi des textes d'Épicure. Épicure est le chef de file de l'école des épicuriens, et d'Épicure, qui a écrit beaucoup, qui a joué un rôle essentiel dans l'Antiquité, on n'avait rien conservé. Et voilà que dans la bibliothèque d'Herculanum, il y a plusieurs textes écrits par Épicure dans l'Antiquité. On est en train de les déchiffrer, on est en train de les lire, et on peut donc être confiant. Plus tard, il y aura donc la résurrection de cette bibliothèque. Le travail est en cours, c'est un travail de très longue haleine, mais le travail a commencé. Donc le Vésuve a permis de conserver une bibliothèque, la seule bibliothèque que nous ait léguée l'Antiquité. Et voilà donc l'intérêt évidemment de la villa des papyrus. Alors, les papyrus ne sont pas présentés au musée archéologique de Naples. En fait, si, il y en a quelques-uns qui sont présentés, notamment ceux qui sont en morceaux, que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, la réserve se trouve à la Bibliothèque royale, la Bibliothèque nationale, donc au Palais Royal sur la place du Plébiscite. Alors, dernier lieu que nous allons visiter, la Maison du Faune à Pompéi. Donc, les vestiges de la Maison du Faune sont présentés à la mezzanine du musée, hein, comme on l'a vu sur le plan tout à l'heure. La Maison du Faune, c'est une maison de très grande taille, c'est une des plus grandes demeures de Pompéi, elle mesure 3000 mètres carrés. Voilà ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Voilà ce à quoi elle ressemblait il y a un siècle. On voit que la préservation est à peu près assurée, hein. C'est-à-dire que bon, il y a quelques lauriers roses qui ont poussé, mais qu'on a plantés en fait, mais, euh, mais l'ensemble est bien connu, bien compris. Et donc il faut s'imaginer que ce que l'on voit, c'est en fait une enfilade de salles sur une assez longue distance. Donc il y a ici l'atrium. On a mis au centre du compluvium, on a mis la statuette du faune. Bon, il est probable que la statuette n'était pas installée là, mais enfin, on l'a mise là. Et puis, il y a, dans le prolongement, vous avez une première salle, ici, transversale, qui est un tablinum. Vous avez des colonnes euh, en arrière qui évoquent un jardin entouré de colonnes, donc un péristyle, puis une deuxième salle en travers derrière les colonnes. Et il faut s'imaginer derrière cette deuxième salle encore un jardin entouré de colonnes. Voilà un dessin restitution de Jean-Claude Golvin qui nous montre cela, c'est-à-dire cette enfilade de salles avec une première salle transversale et une deuxième salle transversale que l'on voit ici derrière le péristyle. Donc l'entrée se fait par là, le premier atrium, là où il y a le faune, et le premier péristyle, l'Exèdre, là où il y avait la mosaïque de la bataille d'Alexandre. Très grande maison, donc très luxueusement décorée. Maison qui a été construite probablement à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui était agrandie plusieurs fois, surtout au IIe siècle avant Jésus-Christ, d'où sa taille aujourd'hui. Alors, ce que l'on sait de cette maison, c'est donc quand elle a été construite à peu près, c'est-à-dire à une époque où toute la région euh, est, euh, est en train de passer sous la domination romaine. Donc après les guerres samnites, toute la région de la Campanie va passer sous la domination romaine et il se peut que le premier constructeur de la maison ait été un samnite, un aristocrate samnite qui devient un aristocrate romain peut-être. En tout cas, on connaît un nom, Satrius. Et donc, Satrius, c'est le nom du personnage qui fait construire la maison. Et de Satrius, on ne sait rien d'autre que cela. Alors, cette maison, donc, a été décorée. Elle a été décorée sans doute de fresques, mais on n'en a pas trouvé vraiment. Et surtout, elle a été décorée de mosaïques. Dans les pièces qui donnent sur les atriums, notamment ici, il y a des mosaïques.
Et puis, il y a bien sûr la grande mosaïque de la bataille d'Alexandre que l'on a retrouvée dans l'Excel. Donc, la maison du faune est réputée pour ses mosaïques. Alors tout cela se voit au musée de Naples, où l'on s'est efforcé de reconstituer, donc la maison est restée à Naples évidemment, on s'est efforcé de reconstituer, est restée à Pompéi je veux dire, et on s'est efforcé de reconstituer les mosaïques. Et on voit bien dans cette partie du musée archéologique national de Naples deux caractéristiques de ce musée. D'un côté, le caractère extraordinaire de la collection, l'une des plus belles collections au monde de vestiges antiques gréco-romains. Et d'un autre côté, le caractère vieillot de la présentation. Une maison qui mesure, comme je disais tout à l'heure, 3000 m², qui est réduite à deux petites salles dans lesquelles on montre quelques mosaïques, et notamment la grande mosaïque de la bataille d'Alexandre. Ça fait un petit peu restreint quand même. Donc voilà, on peut pronostiquer dans l'avenir une rénovation du musée archéologique de Naples. Nous verrons bien. En tout cas, donc, ce qui est remarquable dans ces pièces, ce sont les mosaïques. Il y a deux catégories de mosaïques. Il y a d'une part les mosaïques qui sont déposées dans les pièces, entourant les atriums. Ce sont des mosaïques à sujet dionysiaque. Et la statuette qui est là, que l'on appelle depuis le 19e siècle un faune, le faune c'est une divinité romaine, est en fait beaucoup plus à comprendre dans le cadre du cortège de Dionysos, c'est plutôt un satyre, donc divinité grecque. Dionysos, pourquoi? Eh bien parce qu'on voit ici par exemple un jeune Dionysos installé sur sa monture, la monture qui est un lion, le lion avec la crinière, mais la monture qui est aussi un tigre, le tigre avec le pelage. Un tigre à tête de lion, donc que chevauche le jeune Dionysos. Il y a une décoration dionysiaque dans la maison du faune, clairement, maison qui devrait peut-être s'appeler plutôt la maison du satyre. Satrius, le fondateur de la maison du satyre. Est-ce que satyre et Satrius sont des... Y a-t-il un lien entre les deux? On ne sait pas, hein, mais voilà, il faut se souvenir de cela. Et puis, il y a d'autre part un lien avec l'Égypte. Une partie des mosaïques que l'on voit, je précise que ce sont des mosaïques de sol, hein. Une partie des mosaïques que l'on voit correspondent à ce qu'on appelle un décor nilotique, c'est-à-dire que l'on évoque ici le delta du Nil, on évoque les lotus, on évoque les grenouilles, on évoque les canards. Donc c'est un thème décoratif qui est très très apprécié dans l'Antiquité et qui est très présent dans la maison du faune de Pompéi, qui devait donner une impression de très grande richesse, de très grande abondance avec ce type de décoration. Et puis, il y a bien entendu la grande mosaïque de la bataille d'Alexandre, qui elle aussi est une mosaïque de sol, même si on la présente sur un mur, et on comprend pourquoi on la présente sur un mur, pour qu'on la voit mieux, évidemment, mais c'était une mosaïque de sol. Et donc, cette mosaïque, c'est la plus grande mosaïque que nous ait laissée l'Antiquité. Elle mesure 5,82 m sur 3,13 m. Elle est célèbre et admirée depuis qu'elle a été découverte, c'est-à-dire depuis le 24 octobre 1831. Célèbre, admirée, elle attire les foules qui viennent la voir, qui viennent l'admirer. Et donc, il n'est pas rare de rencontrer, devant la mosaïque de la bataille d'Alexandre, des personnalités. Un jour que j'étais là, eh bien, j'ai vu passer Madame Merkel, qui à l'époque était la chancelière allemande, donc exerçait effectivement le pouvoir en Allemagne, donc l'une des femmes les plus puissantes du monde. Et voyez ce qui se passe dans cette salle. Elle est là. Les visiteurs sont là, les visiteurs regardent la mosaïque et les visiteurs ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est tout à fait intéressant de voir ça. Imaginez à la place de Mme Merkel, un président français ou a fortiori un président américain, pour voir que, évidemment, la situation serait tout à fait différente. Alors, cette mosaïque de la bataille d'Alexandre est très très intéressante. D'abord, sur le plan technique, la plus grande mosaïque livrée par l'Antiquité, elle est composée, vous savez, de ces petites particules qui composent les mosaïques qu'on appelle des tesselles. On pense qu'il y a 1,5 million de tesselles. La taille moyenne des tesselles est de 3 mm². Il y a des mosaïques plus fines que celle-là, mais bon, c'est une belle mosaïque. Cette mosaïque a été réalisée probablement à Alexandrie en Égypte, sans doute vers 125 avant Jésus-Christ. Elle a été transportée d'Égypte jusqu'à Pompéi, où elle est installée. Donc il a fallu la découper
Et parfois, le raccord se voit un petit peu ici. Il y a certaines incohérences ici dans ce cheval. Il y a un sabot en trop, un sabot qui appartient à on ne sait pas quoi, en tout cas, il est là. Et donc, vous voyez, c'est le sabot qui est ici. On ne voit pas très bien d'où vient ce sabot. Mais bref, la mosaïque a été donc découpée pour être remontée à Pompéi. Elle présente quelques détails étranges, comme par exemple cette longue bande marron qu'il y a en bas. Pourquoi? À quoi sert cette bande marron? On ne sait pas trop. Peut-être y a-t-il eu un problème de dimension. Peut-être que la salle dans laquelle on avait prévu d'installer la mosaïque a finalement été plus grande que la mosaïque, ou la mosaïque plus petite que la salle. Enfin bref, il y a cette bande marron qu'on interprète mal. Donc quelques détails étranges. Et puis il y a aussi évidemment le thème de la mosaïque. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Bon, évidemment, c'est une bataille. Ça, c'est clair que c'est une bataille. Il y a des soldats, il y a des armes. C'est une bataille qui met en présence un personnage ici à gauche qui est Alexandre le Grand, personnage qui attaque et qui est arrêté dans son attaque par un soldat qui s'est jeté sur sa lance. Et Alexandre est en présence de Darius, qui est le roi perse, le roi iranien donc. Darius sur son cheval. L'artiste a montré un contact visuel entre Alexandre et Darius, qui se sont vus effectivement sur le champ de bataille. En règle générale, les chefs sur les champs de bataille ne se voient pas, hein, ils sont loin. Ici, il y a contact visuel, c'est ce que nous dit la mosaïque, et nous verrons que c'est un détail intéressant. Et Darius semble effrayé par ce qu'il voit, au point que son cocher est en train de négocier un demi-tour pour le char. Darius est en train d'accepter sa défaite et de quitter le champ de bataille. On sait ce qui s'est produit effectivement. Alors une bataille, oui, mais laquelle? Alors l'expédition d'Alexandre, qui a été assez brève, hein, dans les années 330 environ avant Jésus-Christ, cette expédition d'Alexandre s'est accompagnée trois batailles principales. L'une en 334 avant Jésus-Christ est ce que l'on appelle la bataille du Granique. C'est une bataille qui a eu lieu dans l'ouest de l'Asie mineure, non loin de la mer Égée, presque au bord de la mer, sur les rives d'un fleuve qui s'appelle le Granique. Et donc, est-ce que c'est de cette bataille-là qu'il s'agit? C'est une bataille fondamentale. C'est la première bataille importante que livre Alexandre en ayant débarqué en Asie mineure, et c'est ce qui permet de transformer une tête de pont en une véritable invasion. Donc, bataille essentielle, mais on sait, par les textes qui nous décrivent l'expédition d'Alexandre, textes à vrai dire très postérieurs à l'expédition, on sait quand même que sur ce champ de bataille de- de- du Granique, Darius n'est pas présent. Or, on le voit ici. Et d'autre part, le Granique, c'est un fleuve. Et là, il n'y a pas de fleuve. Donc, ce n'est probablement pas la bataille du Granique. Il y a une deuxième bataille qui se produit l'année d'après, en 333 avant Jésus-Christ, à Issos. Issos, c'est dans la partie est de l'Asie mineure, c'est du côté de ce qui est aujourd'hui Iskenderun, donc Alexandrette. Pour cette bataille d'Issos, on sait qu'il y a la rencontre entre Alexandre et Darius, il y a le contact visuel, en effet, qui s'est établi. Et Issos se trouve au bord d'un fleuve. Donc là, il n'y a pas de fleuve, mais il y a le contact visuel. Et puis, il y a Darius qui est en train d'accepter sa défaite. Je peux dire ce qui se passe sur le champ de bataille d'Issos. Enfin, troisième bataille, en 331, à Gogamel, on dit aussi Arbel. Là, on est en Mésopotamie, du côté de Mossoul. C'est une bataille où il y a Alexandre et Darius, mais pas de contact visuel, semble-t-il. C'est une bataille où il n'y a pas de fleuve directement. Et c'est une bataille durant laquelle Darius accepte effectivement sa défaite et quitte le champ de bataille. Donc on voit par là que la mosaïque ne nous montre pas une bataille, mais elle nous montre une bataille livrée par Alexandre. C'est la mosaïque de la bataille d'Alexandre plutôt que la mosaïque d'une bataille précise. On peut dire aussi que cette mosaïque est intéressante parce que elle a été réalisée à partir d'un dessin, à partir d'une peinture, évidemment. Euh, Si on parlait de tapisserie, on parlerait de carton. Euh, mais la peinture grecque a entièrement disparu, sauf la peinture de vase.
La peinture de chevalet a entièrement disparu. Et donc, les textes antiques qui nous décrivent des tableaux, qui nous parlent de peintres, qui nous parlent de la manière de peindre, sont pour nous très abstraits, hein. Les peintres dont on nous parle sont des noms. Tout cela était vrai jusqu'en 1978, date à laquelle ont été découvertes en Grèce les peintures des tombes royales macédoniennes. Et on a donc pu voir des peintures correspondant tout à fait aux textes anciens, grecs et romains, l'étroitesse de la gamme colorée, la rapidité du dessin, la simplicité du dessin aussi. Et les peintures de Vergina donc, sont attribuées aujourd'hui, enfin peut-être, à Nicomachos de Thèbes et à son disciple Philoxène d'Érétrie. Nicomachos de Thèbes et Philoxène d'Érétrie ont travaillé pour la cour royale macédonienne et Pline l'Ancien nous dit que Philoxène d'Érétrie a peint pour le roi Cassandre, nom de Macédoine, cette bataille d'Alexandre contre Darius qui ne le cède à aucune autre peinture. Donc on sait qu'il y a chez les peintres fameux du IVe siècle avant Jésus-Christ et IIIe avant Jésus-Christ, il y a chez ces peintres fameux une bataille d'Alexandre et une peinture montrant la bataille d'Alexandre a été utilisée par les mosaïstes d'Alexandrie à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ pour réaliser cette mosaïque. Il y a donc peut-être, probablement, presque certainement, une connexion entre Philoxène d'Érétrie et la mosaïque que nous avons sous les yeux. En tout cas, cela montre que l'image d'Alexandre était très appréciée dans la Rome ancienne et donc, cette mosaïque tout à fait intéressante illustre la fascination que l'on a ressentie dans l'Antiquité pour la personne d'Alexandre. Alexandre qui est le héros donc macédonien, conquérant de l'Asie mineure, conquérant de l'immense empire achéménide, le symbole même du conquérant, en somme, a impressionné dans l'Antiquité à l'époque hellénistique et dans l'Antiquité, bien sûr, à l'époque romaine aussi. Et l'on a pu comprendre cette mosaïque de la bataille d'Alexandre, fabriquée à Alexandrie et transportée à Pompéi, comme un exemple, comme le symbole de la fascination des Romains pour la civilisation grecque, fascination des Romains pour Alexandre aussi. C'est ce qui explique l'installation de cette mosaïque à Pompéi. Il y a donc dans cette œuvre importée du monde grec, il y a lieu de comprendre que euh, l'admiration des Romains n'est pas feinte pour Alexandre. On sait que Octavien, arrivant à Alexandrie, est allé en quelque sorte se recueillir sur le tombeau d'Alexandre, donc en 30 avant Jésus-Christ. Alors, donc, comment interpréter cette mosaïque? On pourrait dire euh, c'est une mosaïque qui est installée dans la maison de quelqu'un qui est très au fait de la civilisation grecque, qui est très cultivé, qui est très amateur euh, de cette vie artistique et culturelle grecque. Donc la mosaïque nous en dit beaucoup sur le propriétaire de la maison, qui est un être certainement raffiné et très cultivé. La mosaïque nous en dit beaucoup aussi sur l'époque à laquelle on se situe. Donc, la maison est construite à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais la mosaïque est réalisée en 125 avant Jésus-Christ, transportée à Pompéi, donc elle est installée peut-être vers 120, 110 avant Jésus-Christ à une époque où la domination romaine commence à être écrasante sur toute l'Italie et va être écrasante sur tout le bassin de la Méditerranée. Il y a peut-être donc là, à travers la figure d'Alexandre, une admiration, une allusion à la puissance romaine en train de s'étendre. Après tout, la bataille que nous avons sous les yeux nous montre l'effondrement de l'Empire achéménide et son remplacement par l'Empire d'Alexandre. Donc, transpose dans le monde contemporain, c'est le développement sans borne de la puissance romaine. Ou bien alors, on peut dire aussi, mais nous sommes en pays samnite, Satrius est peut-être un samnite, et peut-être que dans cette mosaïque, il voit une mise en garde
pour Rome, qui est en train d'étendre sa domination sur l'Italie et la Méditerranée. Après tout, l'empire achéménide a été un empire immense et extrêmement durable, et pourtant il a été renversé. La domination de l'empire n'est pas forcément durable. Tout empire périra, en quelque sorte. C'est un petit peu une leçon que l'on peut tirer de cette mosaïque. Tout empire périra, l'empire achéménide ou l'empire romain aussi, qui sait. Après tout, si on se place vers 125, 110 avant Jésus-Christ, on se situe quelques années avant la, le phénomène qu'on appelle, souvent de façon simplifiée, la guerre sociale, la guerre des alliés, faudrait-il mieux dire, donc vers 80 avant Jésus-Christ, la guerre des alliés, c'est-à-dire la rébellion de l'Italie du Sud contre la domination romaine. Peut-être que c'est ce qu'on voit, une sorte de prémonition de la rébellion de l'Italie du Sud contre la domination romaine. À moins que, il y a encore une hypothèse que l'on puisse évoquer, c'était Paul Veyne qui faisait remarquer cela. Après tout, nous avons affaire à une mosaïque de très grande taille venue d'Alexandrie qui devait être extrêmement chère. Et donc, quoi de mieux quand on est un parvenu enrichi que de mettre dans sa maison une gigantesque mosaïque extrêmement très belle, mais très chère aussi. Peut-être est-ce le moyen pour lui de montrer sa richesse, de montrer sa puissance, sans qu'il soit vraiment nécessaire de trouver une interprétation idéologique ou politique derrière cette mosaïque. Et donc, on peut laisser le dernier mot à Goethe, le grand écrivain allemand, qui voit la mosaïque en 1832. Il va mourir quelques temps après. Donc, il voit la mosaïque au moment où elle est découverte. Et dans ses récits, il dit ceci: Présent et futur ne réussiront jamais à faire un juste commentaire de cette merveille de l'art. Et nous devrons toujours revenir, après avoir étudié et expliqué, à la notion de merveille pure et simple. Merveille, ce qui est susceptible d'être admiré, d'être remarqué. Alors nous pouvons nous remarquer aussi une chose, il y a un portrait d'Alexandre peut-être, et il y a ce portrait qui est là, le reflet dans le bouclier du visage du personnage qu'on voit de dos. Donc un combattant au pied du char de Darius, contemplant son visage, son reflet dans le bouclier. Qui est-ce? Est-ce que c'est le portrait du peintre, Philoxène d'Érétrie? Est-ce que c'est le portrait du mosaïste? Est-ce que c'est le portrait du combattant qui verrait donc son reflet dans le bouclier sur un champ de bataille et donc, ce serait une sorte de lamentation sur les désastres de la guerre. Donc, trouver une lamentation sur les désastres de la guerre au cœur de la bataille d'Alexandre, eh bien, cela donne un intérêt supplémentaire à la mosaïque de la bataille qui se trouve au Musée archéologique national de Naples, qui est l'un des fleurons du Musée archéologique national de Naples que nous avons parcouru aujourd'hui. Et je vous remercie donc de m'avoir suivi dans cette promenade.